Les opérations d'artistes peuvent être assimilées à ces œuvres réagissantes qui, à partir d'œuvres connues, en engendrent de nouvelles. Remake, remix, arrangement, citation, parodie, adaptation, reproduction, réédition, réappropriation, etc. You fucked my wife. He said you under arrest, Mr. Decker. Got the wrong guy. Mais avant de nuancer cette liste d'attributs, voyons d'abord ce qu'il faut entendre par une esthétique de coup. No, you're the injured party, you get the first punch. L'auteur de cette formule, Michel de Certeau, s'est converti en coach pugnace, encourageant ses lecteurs à l'offensivité, la non-officialité, au coup porté par en dessous, clandestin, fugitif et presque illicite. Well, he ain't so much a good guy as he is just a bad motherfucker. I mean, he gets paid by people to fuck guys up. De Certeau soutient l'activité culturelle des non-producteurs de culture, les utilisateurs, les consommateurs, les spectateurs, les pratiquants qui n'en sont pas les fabricateurs et qui s'engagent dans une activité non signée, non lisible, non symbolisée. Ce que ces activistes détournent, ce sont les produits spectacles, c'est-à-dire tout ce qui constitue le champ de l'autre. Claude Lévi-Strauss, pour sa part, les appelle des bricoleurs, ces artistes qui piochent dans tout ce qui les entoure, récoltent ce qu'ils peuvent et se constituent ainsi un trésor à partir duquel créer, détourner et réemployer. Peu importe son nom, à chaque fois l'artiste dont il est question opère à partir d'un terrain qui n'est pas le sien. Voilà. Moi, je serai déjà sur place au premier étage avec les flambeurs. Je frimerai à gauche et à Pour droite. Michel de Certeau, il s'agit d'une tactique, c'est-à-dire une action calculée, déterminée par l'absence de possession, de propriété. La tactique n'a pour lieu que celui de l'autre. L'artiste bricoleur joue avec le terrain qui lui est imposé, trouve 1000 façons de jouer et déjouer le jeu de l'autre et cherche à se distinguer dans un réseau de représentation établi. L'artiste est celui qui cesse d'être spectateur. Tenez, suivez-moi, vous comprendrez mieux. Jacques Rancière, évoquant Brecht, Artaud et Guy Debord, résume. Premièrement, regarder est le contraire de connaître. Le spectateur se tient en face d'une apparence en ignorant le processus de production de cette apparence ou la réalité qu'elle recouvre. Deuxièmement, c'est le contraire d'agir. La spectatrice demeure immobile à sa place, passive. Être spectateur, c'est être séparé tout à la fois de sa capacité de connaître et du pouvoir d'agir. Sauf que pour Rancière, l'émancipation commence quand on remet en question l'opposition entre regarder et agir. Le spectateur aussi agit, écrit-il. Il observe, il sélectionne, il compare, il interprète. Il lit ce qu'il voit à bien d'autres choses qu'il a vues sur d'autres scènes, en d'autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. Les artistes dont nous pouvons parler sont ceux qui nous font profiter du poème qu'ils se sont composés. Nous sommes tous spectateurs de quelque chose, et si Michel de Certeau s'exprime à propos d'un spectacle, c'est bien celui de toute l'économie productiviste. Les marchandises, écrit-il, sont le répertoire avec lequel les utilisateurs procèdent à des opérations qui leur sont propres. Ici, nous nous intéresserons essentiellement aux spectateurs dont les coups portés tapent dans le répertoire du cinéma. Kingsley, get to the point. On High and Blue Tomorrows is in fact a remake. It's a remake. Yeah, I wouldn't do a remake. Le mot remake désigne spécifiquement le fait de faire un film à partir d'un autre film ou d'un scénario déjà porté à l'écran. Il est peu risqué de déclarer qu'un réalisateur s'est inspiré d'un précédent film pour faire le sien. Tout cinéaste regarde d'abord les autres. Hitchcock has learned me a lot. Sidney Lumet. Akira Kurosawa. Max Linder. Grande illusion, Renoir. J'aime plus Renoir. Oh, I've stolen from the best. Scorsese. Fritz Lang. Kieslowski. Jean-Luc Godard. Fellini. Bergman, I've stolen from Groucho, I've stolen from Chaplin, I've stolen from Jacques Tati. John Ford. Je l'ai emmené voir des films d'Ozu. Kubrick had ideas. Keaton, from Martha Graham, from Fellini. I mean, I'm a shameless thief. Raphaël Moine, dans son ouvrage sur les remakes de films français à Hollywood, explique, citant Gérard Genette, que l'hypertextualité peut être assimilée au remake. L'hypertextualité implique une relation de dérivation entre le modèle et sa variation. Un texte B est uni à un texte A antérieur d'une manière qui n'est pas celle d'un commentaire.
L'hypertextualité se distingue de l'intertextualité par le fait qu'elle affecte le discours de l'œuvre initiale dans son intégralité, alors que l'intertextualité se manifeste le plus souvent par la présence effective d'un texte dans un autre, comme une citation par exemple. Name a film where a cross marks the spot of a murder. I'll pay the forfeit. The film? Scarface, Howard Hawks, 1932. Le remake, écrit Raphaël Moine, travaille en général à gommer ses emprunts à un film originel, à les couler dans un nouveau film. Il acculture, digère, travaille à rendre invisibles les matériaux qu'il recycle. Le remake peut tout à fait être vu dans l'ignorance du film source, ce qui n'est pas le cas de la citation, qui est là pour être reconnue. De nombreux ouvrages ont été consacrés à la pratique hollywoodienne du remake. C'est que pour les majors, le scénario le plus sûr est celui qui a déjà fait ses preuves, celui qui d'un point de vue des coûts de production et de promotion sera le moins risqué. Alors tout succès est bon à être réexploité. Œuvre d'écrivains célèbres. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. Séries télévisées surannée, suite de films sans fin et remake des classiques. Laurent Danielou écrit dans un article paru dans Synopsis, c'est à l'origine une idée de financier qui part du principe qu'une nouvelle génération n'a pas vu l'original, qu'elle connaît pourtant de réputation, atout formidable pour la promotion, et pourtant serait ravi de découvrir ce classique adapté au goût du jour. Ainsi, You've Got Mail de Nora Ephron a remporté un gros succès aux États-Unis en refaisant The Shop Around the Corner de Ernst Lubitsch, qui est lui-même l'adaptation de Parfumerie, une pièce de Miklos Laszlo. La version de 1998 conserve l'histoire de deux personnages qui se détestent au quotidien tout en entretenant l'un avec l'autre et à leur insu une correspondance amoureuse. Mais l'histoire s'est déplacée à New York dans les années 90 et dans l'univers du livre et de l'édition. Oh, that was such an obvious trick. I almost fell for it, Please, too. Mr. Kralik, I have to get off tonight. It's terribly important. Les disputes d'arrière-boutique ainsi que toute l'histoire du magasin dans lequel les deux personnages travaillent initialement sont remplacées par l'animosité que provoque la concurrence de leurs deux librairies respectives. De même, True Grit, d'abord adapté du roman de Charles Portis par Henry Hathaway en 1969, est à nouveau porté à l'écran par Ethan et Joel Cohen en 2010 et constitue le plus important succès financier des deux frères. Cependant, les frères Cohen se défendent d'avoir réalisé un remake. You know, we didn't think of it as a remake of the old movie. We had seen the previous version, but when it came out, which was 69, we were kids at that point. For us, that movie is a pretty distant memory. We haven't seen it since. No, for us, we did the movie because we were enthusiastic about the novel that the original movie was based on. We just didn't think about the original movie very much. We responded to the
novel when we first read it, and it was really, and that was sort of the, touchstone for us from the rest of the process, not the original movie, nor the John Wayne performance. 9 ans après The Shop Around the Corner, la pièce de Miklos Laszlo a fait l'objet d'une 3e adaptation au cinéma, In the Good Old Summertime, en 1949, par Robert Z. Leonard. Mais cette fois, il n'est fait aucune mention du film de Lubitsch au générique. Cette version est simplement présentée comme une nouvelle adaptation de Parfumerie. On ne peut donc pas non plus parler de remake pour ce film, même si l'on suppose que Leonard ait vu la première adaptation avant de produire la sienne. Difficile donc de tracer une limite claire entre remake et réadaptation. Si le film Psycho de Gus Van Sant n'a pas marché aux États-Unis, explique Danielou, c'est peut-être parce que l'original, le plus gros succès public d'Hitchcock, demeure très regardé même par les jeunes générations. Les nombreuses suites produites dans les années 80 et 90, dans lesquelles Anthony Perkins n'est pas parvenu à se débarrasser du rôle de Norman Bates, ont contribué à rappeler le film d'Hitchcock au public. C'est donc auprès d'un public méfiant que Gus Van Sant propose son Psycho. La particularité de ce film est qu'il reprend l'original à peu près plan par plan. Je crois avoir d'abord réagi à cette tendance actuelle des remakes, dit Gus Van Sant. Quand on décide de refaire un film en laissant de côté le style du cinéaste, je ne pense pas qu'on tourne un remake. On fait un autre film à partir du même scénario. Dans un de mes premiers films, Malanoche, j'avais entièrement repris le découpage d'une séquence du Troisième Homme. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss? Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on vient à citer, même pendant 1 minute un autre film, la citation est plus forte que le reste. L'original réapparaît d'un seul coup. Je me suis demandé ce qui pourrait se passer si on faisait l'exercice pendant tout un long métrage. En plus de reprendre le cadrage, le découpage et le rythme de Psychose, Gus Van Sant demande à ses acteurs d'interpréter autant leurs personnages que l'acteur qui les a précédés. Thanks. Got the date here somewhere. See, there's no one there. Get the date somewhere. There's nobody. Oh, yeah, here we are. Marie Samuels, that's an interesting alias. Is that her? Is that her? Yeah, I think so. Marie, Marion, Samuels. Her boyfriend's name is Sam. Mm-hmm. Was she in disguise, by any chance? You want to check the picture again? Look, I wasn't lying to you. I'm not lying to you. It's just that. No. I know that. I know you wouldn't lie. It's just it's hard to keep track of time around here. You know, it's tough keeping track of the time around. Oh, I know. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Well, it was raining that night, and her hair was all wet. Well, it was raining, and her hair was all wet. I tell you, it's not really a very good picture, really. And I'll tell you, it's not a very good picture of her. Cela produit une version où le remake et la citation se confondent étrangement. Il n'est pas rare que les remakes citent leurs films sources. Mais cela se fait en général avec parcimonie et par de discrètes allusions que seuls les cinéphiles les plus attentifs seront à même de relever. Point de guillemets au cinéma, point de ponctuation pouvant introduire la citation. C'est à la mémoire du spectateur de reconnaître l'élément emprunté. La citation au cinéma n'existe qu'en fonction de la cinéphilie du récepteur, écrit Trudy Bolter. Contrairement au remake, il faut avoir vu les films évoqués si l'on veut apprécier leur présence. Ces clins d'œil sémantiques sont parfois si discrets qu'il existe essentiellement pour que réalisateurs et spectateurs puissent jouer. Te voir près de moi, c'est à la fois une joie et une souffrance. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. Hier, tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. C'est une joie et une souffrance. Mais Denise Terrien nuance. Nommer, écrit-elle, n'incite pas le spectateur à faire spontanément une autre lecture du film, alors que citer induit un dialogue entre l'œuvre citée et le discours en train de se faire. You've Got Mail digère littéralement le film de Lubitsch, même si on y trouve encore quelques allusions.
Le titre, The Shop Around the Corner, devient le nom de la librairie de l'héroïne interprétée par Meg Ryan. Le scénario justifie ainsi l'enseigne par la position géographique du magasin. The Shop Around the Corner devient même une expression que les deux personnages se disputent. The entrance to our store is around the corner, and there's no other way of saying that. It's not the name of our store, it's where it is. And you do not own the phrase around the corner. Breathless de Jim McBride intègre à son scénario de nombreuses citations et allusions au scénario de Godard, À bout de souffle. Le titre en est la traduction littérale. Mais McBride, comme Nora Ephron, justifie Breathless dans les mécanismes de la narration. C'est le titre de la chanson de Jerry Lee Lewis auquel s'identifie Jesse, le personnage de Richard Gere. Toute l'histoire se déroule ensuite sensiblement de la même façon, mais dans un contexte américain. McBride opère une transposition culturelle. Ainsi, les nombreuses citations que Jean-Luc Godard a insérées dans son film et qui sont marquées par une extrême mixité culturelle. Est-ce que tu connais un livre de Dylan Thomas? Le concerto pour clarinette de Mozart. Sont changées au profit de références essentiellement américaines. Raphaël Moine écrit « Tout se passe donc comme si le jeu des citations contribuait principalement à replier Breathless sur l'horizon de la culture de masse américaine, Faulkner excepté. Bien que Monica soit française, elle semble parfaitement bilingue, n'interrogeant jamais Jessie sur sa langue et sa culture, contrairement à Patricia. C'est mieux quand je dis vous ou tu. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Pour Raphaël Moine, la francité de Monica n'est qu'un hommage de plus au film source, comme on en trouve à plusieurs reprises. Look at it, show me your toes. A woman's toes are very important. Monte tes doigts de pied. C'est très important les doigts de pied chez une femme, rigole pas. La police vient interroger Tolmatchov, qui a donné son ami Johnny Godard. Tu te rappelles quand tu as donné ton ami Bob? Dans À bout de souffle, Tolmatchov a donné son ami Bob, et Godard fait ici référence au film de Jean-Pierre Melville, Bob le flambeur. Oh, excusez-moi, monsieur Bob, je vous avais pas reconnu. Belle gueule de voyou. Certains remakes, tout en affirmant leur filiation à un film antérieur, en changent nettement la forme. Prenons par exemple 12 Monkeys de Terry Gilliam, que l'on sait être les remakes de La Jetée de Chris Marker, qui s'est lui-même inspiré de Vertigo de Hitchcock, qui est lui-même l'adaptation du livre de Pierre Boileau et Thomas Narcejac d'Entre les morts. Vertigo raconte l'histoire de Scotty, embauché par un ami, Gavin Elster, pour suivre sa femme, Madeleine Elster, qu'il soupçonne être possédée par une de ses ancêtres. Madeleine se retrouve à plusieurs moments du film comme propulsée dans le passé, tenant un discours incohérent avec le présent. Here I was born, and there I died. It was only a moment for you. You took no notice. Le personnage de La Jetée est également hanté par le passé. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Au cours d'une expérience scientifique, il est envoyé dans le passé afin de sauver la Terre sur le point d'être anéantie au début du film. Il fait ainsi plusieurs allers-retours dans le temps. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Lors de l'un de ses voyages, il se promène avec une femme dans le jardin des plantes à Paris et l'on retrouve à cette occasion la scène de Vertigo. Il s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Et il retombe à bout de force. La coupe de séquoia était toujours à Merwood. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l'âge de l'arbre et disait « Ma vie a tenu dans ce petit espace ». Il se souvenait d'un autre film où ce passage était cité. Le séquoia était celui du Jardin des Plantes à Paris, et la main désignait un point hors de l'arbre, à l'extérieur du temps. Terry Gilliam reprend donc cette histoire de voyage dans le temps, élaborant une nouvelle intrigue, de nouvelles situations dramatiques et de nouveaux personnages.
Si Gilliam dit avoir seulement lu le scénario de Chris Marker, se privant de regarder le film afin de ne pas être influencé dans son interprétation, certains éléments font tout de même allusion au film source. De plus, Gilliam va réutiliser la scène du séquoia, non pas à partir du film de Marker, mais directement depuis le film d'Hitchcock. 12 Monkeys cite le film qui a inspiré le film dont il est le remake. I think I've seen this movie before. When I was a kid, I saw it on TV. Don't talk. I did see it before. Don't, please. Have you been here before? Yes. When? But I don't When were you born? recognize this. Long ago. Where? What's the matter? Tell me. Madeline, tell me. No. Madeline, tell It's me. just like what's happening with us. No, I can't tell you. Like the past. The movie never changes. It can't change, but every time you see it, it seems different because you're different. Et Catherine Riley, devenue blonde afin de se cacher, devient ainsi la femme de l'aéroport, celle qui hantait James Cole. It was always you. In my dream, it was always you. Tout comme Judy Barton, cédant à l'obsession de Scotty, accepte de redevenir Madeleine. If I let you change me, will that do it? Ça suffit maintenant! Tout comme la citation, la parodie ou le pastiche ne peuvent vraiment être appréciés que lorsque le spectateur connaît bien le texte initial. Lorsque ce qui est samplé fait clairement l'objet d'un détournement intempestif ironique, écrit Denis Chevalier, nous nous situons dans un registre différent, celui de la connotation. Une certaine complexité apparaît dans les travaux de recomposition qui jouent sur la mémoire. Le regard du spectateur se forme à partir de la confrontation du film connu et de son détournement. There's one thing I liked about Monica. The words I can't weren't in her vocabulary. Monica, I want you to do something for me. I can't. Well, I guess she'd added them since the last time I'd seen her. Tous ces films ont disposé d'un budget important afin d'exister. Souvent, ce sont les producteurs qui proposent aux réalisateurs une liste de films ou de scénarios dont ils ont acheté les droits. Alors peut-on vraiment parler du champ de l'autre lorsqu'on en est à moitié le propriétaire? Où sont les coups d'artistes qui n'ont pas les droits d'auteur? Dans Be Kind Rewind, Michel Gondry raconte l'histoire de Mike et Jerry, qui après avoir effacé toutes les bandes magnétiques des VHS du magasin dans lequel travaille Mike, sont obligés, afin de ne pas fermer la boutique, de retourner les films. Ils ont peu de temps et aucun budget. Ils vendent leur remake en tant que film suédé, comme venant de Suède, auprès des clients du magasin. Ne possédant pas les droits d'auteur des films qu'ils refont, les sociétés de production réclament la destruction des cassettes vidéo. Belong to the studios. Look, it's written FBI warning right there. Des Mike et Jerry, il y en a plein Internet. Obsédés par leurs films cultes, conduits par une stimulante admiration, s'appliquent à le refaire, peu importe les moyens, peu importe les acteurs. Ils rejouent la scène qui les aura bouleversés, ils imaginent une suite parce que tout aura été trop court, et ils partagent avec le reste du monde le merveilleux hommage que constitue leur fan-film. Bien qu'il gaspille, il y en a d'autres
collecte. Aqui vamos nós, vamos entrar na rua Santa Catarina. Ouves o palhaço com os balões? Après la sortie de Be Kind Rewind, les versions carton résumées en quelques minutes ont abondé sur Internet. On trouve parfois des versions plus abouties, comme les remakes de Star Wars, ou encore Riders of the Lost Ark, The Adaptation, remake du film de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé plan par 3 adolescents, Chris Trompoulos, Eric Zala et Jason Lamb. Lorsque le tournage débute en 1982, ils ont 12 ans et il leur faudra 7 ans pour achever leur film. À l'image, on les voit donc vieillir, prendre du poids, changer de coupe de cheveux, grandir d'un plan à l'autre et à l'occasion de la scène du baiser, embrasser une fille pour la première fois. Le journaliste Lee Sandlin écrit dans le Chicago Reader que cette adaptation peut être vue comme un hommage de fan dévoué, ou peut-être, le soupçonne-t-il, comme un étonnant et inconscient acte de subversion, mais surtout un gigantesque vol de propriété intellectuelle. Il félicite l'obstination des garçons et l'incroyable créativité qu'ils ont dû déployer pour obtenir des effets convaincants. L'énorme rocher construit en fibre de verre, le sous-sol de leurs parents auquel ils ont dû mettre le feu, ou encore la scène de poursuite en voiture pour laquelle Chris Trompoulos a réalisé ses propres cascades. Il s'agit vraiment d'un gamin en train d'être traîné sous un camion, écrit Sandlin. Mais la chose la plus étonnante dans cette scène est que d'une certaine façon, il tient son rôle. Faire semblant d'être Indy semble lui donner assez de courage pour passer la prise. Alors ce n'est plus Indy qu'on encourage, mais ce sont les enfants eux-mêmes qu'on souhaite voir arriver au bout du film. En d'autres termes, la réalisation du remake était lui-même une aventure d'Indiana Jones. Juridiquement, il marche sur la corde raide, évitant soigneusement de se faire dépouiller par les avocats de la Paramount Pictures. Ils n'ont ni le droit de tirer profit de leur film, ni d'en réaliser des copies. La législation des droits d'auteur concernant la création numérique est floue et incomplète. Le Mashup Film Festival, organisé par le Forum des images à Paris, tente chaque année d'exposer les ambiguïtés et même, il faut le dire, les hypocrisies du système actuel, qui ne prend pas en compte les pratiques nouvelles du réemploi que les technologies numériques mettent aujourd'hui à la portée de tous, amateurs ou professionnels. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors il y a un côté toujours assez désespérant dans cette discussion, c'est-à-dire dans le rappel du cadre juridique, parce que voilà, il y a peut-être ici, il y a des artistes, des créateurs et puis des usagers aussi qui doivent se dire en entendant ça, rien de tout ça n'est possible. Alors non, c'est le contraire. Bien sûr, et vous venez de le voir, tout ça est possible. Donc c'est le droit qui ne sert à rien aujourd'hui. Nous interrompons votre programme habituel pour un flash spécial très important. Ainsi, on exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas sa subjectivité radicale. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. There you were, beautiful. The promise of love was written on your face. Donc, comment tu l'as payé, ton Austin? Oh, c'est Juliette qui l'a trouvé. Elle est formidable. Elle trouve toujours des occasions. J'étais en train de faire la vaisselle. J'ai pris les à pleurer. They
Jumped a shuttle off-world, killed the crew and passengers, so we know they're around. Embarrassing. No, sir, not embarrassing, because no one's ever going to find out they're down here. Because you're going to spot them and you're going to air them out. I don't work here anymore. Give it to Holden. He's good. I did. You can breathe okay, as long as nobody unplugs them. It's not good enough. I need you, Deck. I need the old Blade Runner. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait A Movie, raconte Bruce Conner, dans Broken Screen, était pour voir à l'écran ce que j'avais envie qu'il arrive au cinéma. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde des films et cherche des manières pour jouer avec leurs histoires. Par exemple, j'imagine prendre un plan à contre-jour de Marlène Dietrich dans Blonde Vénus, traversant l'embrasure de la porte, et superposer cela avec les dernières paroles de King Kong, puis j'imagine le plan suivant être quelque chose d'entièrement différent. Pendant des années, j'ai joué avec les morceaux de différentes scènes dans ma tête, assemblant et réassemblant cet immense film en utilisant des images, des sons et de la musique provenant d'un tas de choses. J'ai attendu que quelqu'un réalise un film comme ça, et personne ne l'a fait. C'est à ce jeu de reconstruction que ça donne de nombreux anonymes qui postent sur Internet des bandes annonces parodiques déviant les films de leurs propos initiaux. Meet Jack Torrance. I'm outlining a new writing project. He's a writer looking for inspiration. Lots of ideas. No good ones. Meet Danny. He's a kid looking for a dad. There's hardly anybody to play with around here. What's up, Doc? Jack just can't finish his book. I don't want to sound melodramatic, but there's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. But now, sometimes what we need the most is just around the corner. I'm your new foster father. I'd do anything. Climbing up on Salisbury Hill, I love it. I could see the city light. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Shiny. Why don't you sit down and shut up? What? Why don't I sit down and what? I said, why don't you sit down and shut up? Sit down and shut up! Sit down and shut up. Sit down and shut up. Sit down and shut up! Sit down and shut up! Sit down and shut up. Sit down and shut up! That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. What? Si l'on prend du recul, n'importe quel individu, n'importe quel jeune en particulier, a besoin de s'approprier son environnement, son univers. Quand c'est l'Indien d'Amérique, il va s'approprier son environnement qui est naturel. Mais aujourd'hui, dans le monde urbain, notre environnement est un monde de sons et d'images, est un monde numérique, entièrement numérisé. On vit avec en permanence, on n'échappe pas à la radio, on n'échappe pas à tous les sons, on n'échappe pas au tube d'un tel et d'un tel, on n'échappe pas au visage d'un tel et d'un tel. Je veux dire, c'est notre environnement. Et bien, l'environnement, ça s'approprie. Et comment on l'approprie ? En l'utilisant. On prend le bout de bois numérique et on en fait autre chose.
chose, on en fait une petite maison, on en fait... Voilà, et là, en l'occurrence, on va détourner des films, détourner les sons, détourner des images pour s'approprier son environnement. En gros, pour ne pas subir son environnement, mais en quelque sorte en devenir l'un des acteurs, je dirais. C'est presque un besoin anthropologique, au-delà même des questions de droit d'auteur. Je veux dire, c'est une nécessité. Et comme cet environnement, il est numérique, comment on s'approprie son environnement avec des techniques qui sont celles du collage, puisqu'en fait, que faisaient les artistes Dada, pour prendre les premiers d'entre eux, ou parmi les premiers d'entre eux? Eh bien, ils prenaient des croûtes qu'ils pouvaient détourner, ils pouvaient prendre des photos de journal, des images de journal, des mots de journal, de quotidien, des éléments publicitaires, et ils collaient tout ça pour faire des œuvres. Et pour juxtaposer les contraires, il y avait quelque chose de l'ordre de la détonation dans ce que faisaient les avant-gardes. C'était artistique, mais c'était aussi politique. Simplement, c'était dans un circuit qui était un circuit plutôt fermé, qui était celui du monde de l'art, en tout cas qui n'était pas immense. Et c'est vrai que ces techniques-là, ces détournements, ces cut-up, voilà, le ciseau maintenant, il est virtuel. Et ce qui était l'apanage de quelques artistes d'avant-garde devient le fait d'un nombre hallucinant de jeunes internautes qui détournent, qui pastichent. Voilà. Ces compilations, réalisées par des cinéphiles experts en récurrence cinématographique, sont appelées des supercuts. Christian Marclay est un précurseur de cette pratique. En 1995, il réalise Téléphone. Hello. 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 Hello? Hello? Yeah. What? Yeah. Hello. Téléphone ou Home Stories de Mathias Müller et Christophe Gérardet démonte et démontre les codifications de situations instaurées par le cinéma. L'accumulation d'extraits de films est une technique efficace pour dénoncer les stéréotypes et critiquer les représentations sociales de groupes ou de minorités. But what is interesting about melodrama as well is the fact that it's not only mirroring or reflecting social norms and rules, but also kind of dictating rules to its viewers, and it's a mostly female audience that is being addressed by this specifically female women's films, we say, genre. Lévi-Strauss explique que les artistes bricoleurs se retrouvent face à un ensemble d'objets hétéroclites qu'ils interrogent pour comprendre et imaginer ce que chacun d'eux pourrait signifier. Chaque élément, dit-il, représente un ensemble de relations à la fois concrètes et virtuelles. Ce sont des opérateurs. La particularité de ces objets est qu'ils ont déjà servi et les possibilités de leur réemploi demeurent toujours limitées par ce qui subsiste en eux de cette histoire passée. Leur usage originel fait d'eux des éléments précontraints et ouvrés. Ils ont donc été travaillés par un précédent auteur qui leur a attribué une signification précise et soumise à l'œuvre qu'il réalisait. Le second auteur s'affairera ainsi à démonter cet ensemble de significations afin d'en créer de nouvelles. Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours confirment. Les deux lois fondamentales du détournement sont la perte d'importance, allant jusqu'à la déperdition du sens premier, de chaque élément autonome détourné, et en même temps l'organisation d'un nouvel ensemble signifiant qui confère à chaque élément sa nouvelle portée. The aliens use their high-energy laser beam devices to shatter rocks, or tuned to the right frequency, project thoughts into the brains of humans living on the surface above. Mélanger quelques films éducatifs, industriels, ethnographiques, réalisés entre 1945 et 1975, ajouter une bonne dose de science-fiction et de drame, vous obtenez Tribulation 99, réalisé en 1991 par Craig Baldwin. Quand les bibliothèques et les écoles ont entrepris de rénover leurs archives dans les années 80-90, une avalanche de documents obsolètes ont été disponibles et les possibilités créatives furent évidentes pour Baldwin. So whether or not you know about Art Povera, my idea of cinema Povera certainly resonates. That is, say, impoverished cinema made out of our situation, which is marginalized. Rather than to apply for the grants or get studio funding, just working from where we are, poor people, but taking advantage of the fat of the land, so to speak, taking advantage of the resource that we already have. See what I mean? In other words, a trash, a culture, of instant obsolescence. I call it surfing the wave of obsolescence. All these films here that you may or may not see
are all being thrown away because of just a format change. What I'm trying to do is a scratch film, which is the same thing. The film is old, it's available, it deserves to be redeemed, as I say, if that's not too idealistic. Certainly, I'm not opposed to shooting my own stuff. Most of the stuff you see that's shot new now, it's not attractive to me. Maybe that's my problem because, you know, I'm sure it has redeeming qualities, but generally it looks too, you know, I'm not interested in the look. You know, personally, I like something that speaks of the history of our experience, not only our media history, which is folded into it, but also there's something a little bit necrophilic about it. You know, there's something about loss. Fucking amateurs. Hey, Walter, will you just shut the fuck up? Don't say people. I'm doing business here, man. Okay, dude. Do it your way. But they're amateurs. Il y a un autre sens au mot amateur, écrit Dominique Noguez, un sens positif et autonome qui ne se définit donc pas par rapport à un autre terme comme professionnel. Il désigne celui qui aime quelque chose, qui a un goût, une prédilection marquée pour une chose. Are all these records? Yeah, I've got about 1,578 at this point. I've tried to pare down my collection to just the essential. L'amateur est curieux et collectionneur, mais comme l'écrit Olivier Assouli, il se distingue du collectionneur qui, jouissant des objets qu'il possède, projette de les disposer sur ses propres lieux, comme dans des cabinets de curiosités. My friends and I, acting on advice from the radio G-man Biff Baxter, collected scrap iron every day after school. And what do you collect? Things. Just like all the rest of these pathetic collector losers. L'amateur n'est pas uniquement contemplatif. C'est un artisan du goût qui possède des connaissances et des savoir-faire. L'amateur est volontiers praticien, capable de passer de longues heures sur un projet dont il ne récupérera probablement aucune contrepartie financière ni réelle reconnaissance. Release. Son souhait est avant tout de partager son œuvre avec des communautés. I think it's a remarkable achievement. En musique, le réaménagement d'un morceau est appelé un arrangement. Une partition est arrangée afin d'être exécutée par un nouvel ensemble. Il est possible de mettre cette pratique en parallèle avec le remake au cinéma. La première des raisons qu'Arnold Schoenberg évoque pour justifier l'orchestration qu'il a réalisée du quatuor en sol mineur de Brahms est la suivante. 1. J'aime la pièce. En ce sens, on peut considérer Schoenberg comme amateur de l'œuvre de Brahms, et c'est précisément cette condition d'amateur qui le conduit alors à réaliser l'arrangement du quatuor en sol mineur opus 25. Deux, elle est rarement jouée. C'est en guise d'hommage que Schoenberg arrange la pièce de Brahms. Il souhaite faire réentendre au public l'œuvre qu'il aime tant. C'est avec la même intention que McBride, très admiratif du cinéma de Godard, adapte À bout de souffle pour le public américain. Raphaël Moine écrit que les États-Unis ont toujours résisté au doublage, ce qui a eu pour effet de limiter la pénétration des films non anglophones sur le marché américain. Elle ajoute que rien n'a été vraiment fait pour habituer le grand public au sous-titrage et que par conséquent, cela favorise les remakes de films étrangers.
cherche une remplaçante à Lydia. You looking for a replacement for Lydia? Stick to your cards, Bob. Who's Lydia? Lydia's in the hospital. She's been there quite a while. Il semble que peu d'options étaient offertes à McBride qui voulait faire découvrir À bout de souffle aux États-Unis. Raphaël Moine parle de stratégie de domestication des discours et des représentations. Pour toucher le spectateur américain contemporain, il faut lui parler son langage. Si les vents dominants avaient soufflé du sud au lieu du nord, prevailing winds were blowing from the south instead of the north. cette conversation n'aurait même pas lieu. This conversation would not be taking place. There's nothing wrong with the air. Il n'y a rien de mauvais dans l'air. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? What makes you say that? I just know. There's nothing wrong with it. Je le sais. Go outside and make me a liar. Look, I want to talk to the man in charge. Parlez au chef. Mr. Lacombe is the highest authority. He isn't even an American. Gus Van Sant dirait que McBride n'a fait que reprendre le scénario d'À bout de souffle. Mais peu importe la distance que l'arrangeur prend avec l'œuvre source, l'important est que la nouvelle version se réfère à l'œuvre initiale et contribue ainsi à la rappeler au public. Un autre exemple musical, celui de John Oswald. Il a inventé le terme plunderphonics pour désigner un morceau composé à partir d'enregistrements audio déformés, réarrangés et superposés. Plunderphonics, c'est donc le nom des albums qu'il a composés à partir des musiques d'Elvis Presley, Stravinsky, Count Basie, les Beatles, Michael Jackson et bien d'autres. Dans une interview, John Oswald explique que les samples ne remplaceront jamais le piano, ils ne font que le rappeler. Le sample met davantage en valeur la musique originale qu'il ne la détériore. Ceci est Franz Liszt Prélude de son album Plunderphonics. Une note explicative accompagne la piste. Imaginez que tout un orchestre est caché à l'intérieur du piano. Quand Franz Liszt appuie sur une touche, un des musiciens à l'intérieur reçoit un signal l'ordonnant de jouer la note quel que soit son instrument. Qui n'irait pas ensuite écouter l'original ? Contrairement à ce qu'ont pensé Michael Jackson, CBS Records et la Canadian Recording Industry Association, qui réclamèrent la destruction des CD édités et distribués gratuitement par Oswald, Plunderphonics était bien un acte d'amour. Jean-Marc Leverato écrit que l'intérêt affectif particulier reconnu à un objet spectaculaire justifie son exploitation régulière. It was 12 midnight. Cinderella had lost all track of time. I can't stay. I'm sorry. I really must run. I have to go. Goodbye. Oh, no, wait. Wait! Wait, I haven't even had a chance to ask you your name. Mademoiselle! Señorita! Le public ne sollicite pas Cendrillon pour son histoire, mais au contraire car il ne s'en préoccupe plus de son histoire. L'intérêt des très nombreuses adaptations dont le conte a fait et fait toujours l'objet
réside dans les différentes formes qu'il doit emprunter pour se perpétuer. He's just resting, waiting for a new life to come. Peter Zendy écrit que la traduction n'est possible que parce que l'original demande à être transformé pour survivre. L'essence de l'œuvre, selon lui, loin d'être donnée d'avance, doit rester toujours à venir au terme des différentes adaptations. Autrement dit, l'essence de l'œuvre, en un certain sens l'original, serait à la fin plutôt qu'au commencement. Œuvre sans fin, sans terme, jamais achevée et en demande d'arrangement, de remake. Walter Benjamin écrit que plus une œuvre est de haute qualité, plus elle reste, même dans le plus fugitif contact avec son sens, susceptible encore d'être traduite. L'original ne l'aurait jamais été sans la traduction. Si cette dernière encense ainsi son œuvre source, elle en démontre également l'instabilité. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Robert Schumann publie en 1833 un article dans la revue littéraire Comet, dans lequel il écrit « Toutes les tentatives artistiques sont approximatives, il n'y a aucune œuvre d'art qui ne soit susceptible d'être améliorée. » Revenons maintenant à Schoenberg et à la dernière raison qu'il évoque pour justifier son orchestration. 3. Elle est toujours très mal jouée, car plus le pianiste est bon, plus il joue fort, si bien que l'on n'entend rien des cordes. Je voulais donc tout entendre, et j'y suis parvenu. Schoenberg réécrit la pièce de Brahms telle qu'il souhaitait l'entendre et la faire entendre. Avons-nous rompu le face-à-face avec l'œuvre ? S'interroge Zendy. Je crois oui que nous l'avons triangulé, dit-il. Entre le public et Brahms, il y a Schoenberg, l'auditeur, orchestrant ses écoutes. Et moi je l'écoute écouter, écrit Zendy. Schoenberg ouvre un espace de complémentarité dans l'œuvre de Brahms. Il amène un peu plus le quatuor avec piano vers un achèvement et y creuse un espace d'abord pour lui, et ensuite pour toutes les traductions à venir. C'est cela que De Certeau encourage. L'enfant gribouille encore et tâche son livre d'école, même s'il est puni de ce crime, il se fait un espace, il y signe son existence d'auteur. Signer dans l'œuvre, apposer son nom à côté de l'original et la prolonger. La lanterne magique est un appareil de projection apparu au milieu du XVIIe siècle en Europe. Il faut faire glisser une plaque de verre devant l'objectif pour voir apparaître successivement les différents dessins. Des colporteurs organisaient des spectacles lumineux sur les places ou dans les maisons. L'exploitation était un acte hautement créatif. Lev Manovitch explique que le lanterniste était bel et bien un artiste qui concevait habilement la présentation des plaques de verre qu'il avait achetées auprès des distributeurs. En plus de ses talents de projectionniste, le lanterniste se faisait bonimenteur. Il complétait les fantasmagories par un discours des plus éloquents, entraînant dans son spectacle le public ébloui, car le spectacle c'était bien lui. Son interprétation des images projetées contribuait à faire vivre l'œuvre. Cette activité s'est ensuite transformée avec l'apparition du cinéma muet. Au Japon, les benshi, en plus de traduire les intertitres, commentaient verbalement les films montrés, ajoutaient librement leurs impressions, orientant le regard du spectateur sur certains détails du film. Quand, à peu près partout dans le monde, au tournant des années 1910, les bonimenteurs quittaient la scène à mesure que le parlant faisait son entrée,
les Banshees continuaient au Japon à régner en maîtres. Ils étaient de véritables stars. Le public se déplaçait davantage pour assister à leurs performances que pour voir le film et les acteurs. Les affiches des films comportaient bien souvent une photographie du Banshee. La corporation était si puissante, 7000 Banshees étaient en activité en 1920, qu'elle contribua à retarder le passage au cinéma parlant dans l'archipel, qui n'eut lieu que dans les années 1930. Aujourd'hui encore, cette pratique subsiste au Japon grâce à la Banshee Midori Sawato. Elle participe à de nombreux festivals dans le monde et contribue à faire vivre cet art. Jacques Mandelbaum raconte dans Le Monde la performance de Midori Sawato au Festival des Trois Continents à Nantes en 2011. Attablée sur scène, face à l'écran, en compagnie d'un guitariste et d'une flûtiste, Midori Sawato a ainsi sonorisé de belle manière, inventant les dialogues, contrefaisant les voix et poétisant certains détails, 2 films muets devant une assistance médusée par ce voyage aux origines du cinéma. L'expérience fut troublante. Partagée entre l'admiration pour le talent de l'oratrice et la réserve que fait naître chez le spectateur moderne, cette voix qui se superpose à son regard et cette glose qui arraisonne le sens du film. Expérience sans doute éminemment japonaise. L'homme, fabricateur d'outils, ne peut partir de rien. Nous ne pouvons pas prendre pour nous l'appliquer le concept de création ex nihilo. Nous ne sommes en réalité que des rejoueurs et donc possiblement des combinateurs. Et retrouver quoi? L'éternité. C'est la mer allée, avec le soleil. Je l'ai vu, moi. Je sais bien que je l'ai vu.
is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. I let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Come on, mandolins, play. Why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie?